Samedi 11 juin 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. En Guinée, une plainte pour disparition forcée vise le chef de l'État 2 ans après l'enlèvement de 2 militants à Conakry. En Afrique du Sud, les manifestations anti-migrants font craindre de lourdes conséquences pour une économie déjà fragilisée. Et puis en Espagne, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un violent incendie de forêt dans le sud du pays. Toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé ce jeudi la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin par l'Assemblée nationale, saisie par le président Bassirou Diomaye Faye pour une présumée violation de la procédure de révision de la Constitution. La plus haute juridiction du pays donne raison au chef de l'État. Cette décision intervient dans un contexte de tension croissante entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Suivons ensemble. Dans son argumentaire, le Conseil constitutionnel évoque plusieurs violations de la Constitution sénégalaise pour justifier cette censure de cette révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin. Il s'agit notamment des articles 82 et 103 de la Constitution sénégalaise. Les 7 sages du Conseil constitutionnel pointent également le refus du président de l'Assemblée nationale d'accorder un vote bloqué au président de la République. Le vote bloqué est une disposition qui permet d'adopter une proposition de loi sans amendement. Cette révision constitutionnelle avait pour objectif de rééquilibrer les pouvoirs, de renforcer ceux de l'Assemblée nationale tout en diminuant certains pouvoirs attribués au président de la République. Mais selon les spécialistes de la vie politique sénégalaise, en l'état actuel de la Constitution sénégalaise, il serait difficile d'entrevoir une révision constitutionnelle sans l'accord du président de la République. Je ne crois pas que nous avons une démocratie suffisamment avancée pour qu'un pouvoir en place accepte en un moment de se départir de ses pouvoirs. Une réforme sérieuse d'équilibre des pouvoirs, peut-être malheureusement, ne peut être faite que par un gouvernement de transition. Or, un gouvernement de transition, ça suppose une crise dans un pays que personne ne souhaite. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a réagi à travers un post sur Facebook. Il souligne, je cite, que cette décision s'impose à tous. Ousmane Sonko poursuit en disant, je le cite encore, dans une démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d'action, aucune crise ne peut survenir. En Guinée, 2 ans après l'enlèvement des militants Oumar Silla et Mamadou Biloba à Conakry, 2 avocats français ont déposé une plainte contre le chef de l'État pour disparition forcée. Ils demandent l'ouverture d'investigations afin de faire la lumière sur le sort des 2 opposants toujours portés disparus. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire qui continue de susciter de vives préoccupations. Suivons à présent. Depuis 2 ans, nous n'avons strictement aucune information sur l'endroit où il se trouve. Nous avons des bribes d'éléments qui sont donnés, mais aucune volonté réelle, effective, démontrée de la part des autorités guinéennes de véritablement faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces disparitions ont pu intervenir. À minima, ce qui est indispensable, c'est qu'on puisse avoir des investigations. Et on peut penser aujourd'hui que si la France ne le fait pas, les autorités guinéennes ne le feront pas non plus parce qu'elles n'ont pas un degré d'indépendance suffisant. Et donc, il y a une capacité de la France et c'est sa responsabilité de devoir intervenir, sa responsabilité aussi, compte tenu de cette nationalité française de Mamadi Doumbouya. Autre information à présent, en Afrique du Sud, les manifestations anti-migrants suscitent de vives inquiétudes quant à leurs conséquences économiques. Alimentées par le chômage et la crise économique, ce mouvement de contestation fait craindre des perturbations dans plusieurs secteurs fortement dépendants de la main-d'œuvre étrangère. Une situation qui pourrait fragiliser davantage l'économie du pays. Suivant un extrait de vidéo.
En Afrique du Sud, la multiplication des manifestations anti-migrants fait désormais craindre des conséquences économiques majeures. Alimentées par un chômage proche de 33%, une criminalité élevée et une croissance en berne, le mouvement a conduit plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers à quitter le pays ces dernières semaines. Pour les économistes, cet exode risque de désorganiser des secteurs essentiels comme l'agriculture, la construction, les transports, le commerce ou encore la restauration qui dépendent fortement de cette main-d'œuvre. Les migrants représentent environ 5% de la population sud-africaine, mais leur contribution à l'économie est estimée à près de 9% du produit intérieur brut, soit plus de 43 milliards de dollars. Les petites supérettes de quartier tenues par des étrangers, les Spaza Shops, ainsi que des services de livraison ont déjà subi des perturbations. Plusieurs études rappellent également que les travailleurs immigrés ne remplacent pas les Sud-Africains, mais contribuent au contraire à la création d'emplois en développant des entreprises et en répondant aux pénuries de main-d'œuvre. Alors que la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays, les investisseurs surveillent désormais ces tensions de près, redoutant qu'elles ne fragilisent davantage la première économie du continent africain. Dans le sud de l'Espagne, les autorités poursuivent ce samedi les investigations après le violent incident de forêt survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le sinistre a fait au moins 12 morts de différentes nationalités dans une région où réside une importante communauté britannique. Les premières autopsies sont attendues afin de préciser les circonstances, le bilan de cette tragédie. Le reportage. Hors de contrôle, le brasier a continué sa progression toute la nuit. Depuis jeudi soir en Andalousie, le feu a déjà parcouru plusieurs milliers d'hectares. Il a causé la mort d'une dizaine de personnes qu'il faut encore identifier et le bilan pourrait s'alourdir. Il y a des ressortissants étrangers parmi les victimes, mais je ne peux pas vous fournir plus de détails tant que l'identification des corps n'est pas terminée. Sur ces images inédites tournées hier après-midi, l'on vit de l'intérieur la lutte sans relâche de près de 500 pompiers et militaires encerclés par les flammes. Le feu tutoie les habitations. Alors sur cette même route, guidée par la police locale, plusieurs centaines d'habitants prennent la fuite. D'autres ont reçu l'ordre de rester confinés. Le feu est tout proche et c'est surtout la fumée qui est terrible. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En Ukraine, la capitale Kiev a été la cible d'une attaque de missiles russes ce samedi. Les frappes qui ont fait au moins 6 blessés selon les autorités ukrainiennes interviennent dans un contexte de poursuite des hostilités entre les deux pays. Retour sur cette nouvelle offensive qui ravive les tensions dans la capitale ukrainienne. Alors je pense qu'une grande partie des habitants de la capitale ukrainienne, comme moi-même, se sont réveillés vers 3h30 du matin par le bruit des explosions et non pas par le bruit des sirènes, parce que pour la deuxième fois en une semaine, les missiles ont atteint la capitale avant que l'alerte n'a pu être donnée. Il s'agit de missiles balistiques. C'est différent des attaques qu'on a vues ces derniers mois où la plupart du temps il y a un grand nombre de drones qui accompagnent les missiles et il y a des missiles de croisière qui accompagnent les missiles balistiques. Cette fois-ci, c'était juste 8 missiles balistiques de type S-400 selon l'analyse de l'armée de l'air ukrainienne préliminaire qui ont atteint la capitale. Ce sont les missiles qui, pour le moment, l'Ukraine n'a pas les moyens d'abattre. Alors, selon le maire Vitaly Klitschko, il y aurait 11 blessés parmi les civils, dont un enfant. Les bâtiments qui ont été visés, il semble que ce ne sont pas des immeubles d'habitation, des bureaux notamment, et aussi un transformateur, donc une partie du réseau. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, au Moyen-Orient, les hostilités ont repris depuis mardi entre les États-Unis et l'Iran. Après des attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz, Washington a lancé des frappes visant plus de 170 cibles en Iran, parmi les plus importantes depuis le début du conflit, selon le Pentagone. Le président américain Donald Trump a confirmé la rupture du cessez-le-feu
conclu entre les deux pays le 17 juin. Suivant à présent. Après 2 jours d'échange de feu, un calme tout relatif semble être revenu entre l'Iran et les États-Unis. Mais l'escalade verbale est toujours de mise et Donald Trump semble avoir enterré la trêve. La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les pourparlers. Nous avons accepté, mais les États-Unis leur ont fait savoir, sans la moindre ambiguïté, que le cessez-le-feu est terminé. Une délégation qatari est arrivée ce vendredi en Iran afin de tenter de ramener le dialogue entre les deux parties. Des efforts également soutenus par l'Égypte qui invite toutes les parties à privilégier la voie de la diplomatie. La veille, Israël se disait prête à reprendre les hostilités et à frapper l'Iran de nouveau. Tsahal est en état d'alerte et prêt à reprendre la campagne, à rétablir la supériorité aérienne et à mener une frappe bleue et blanc en Iran pour éliminer les menaces, fût-ce pour la 3e fois. S'il nous faut y retourner, nous le ferons avec une force encore accrue. L'Iran, qui a inhumé Ali Khamenei à Machhad ce vendredi, est loin d'être prête à enterrer l'âge de guerre. Toute attaque contre les infrastructures entraînera des représailles. Le régime sioniste criminel que nous considérons comme étant derrière ces actes de malveillance ne sera pas non plus à l'abri de la riposte de nos combattants. Le chef des négociateurs iraniens, Mohammad Bagher Ghalibaf, affirme que la guerre ne se terminera jamais par la capitulation de l'Iran et que son pays est prêt à une défense totale. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.